Okay, good morning, everyone. Thanks for giving me the chance to do the presentations. My name is Xiaolin Zhang, a PhD student in University Paris-Saclay. I'm working with Philip, Daniel, and Ronnie. In this time, I would like to show you how to achieve machine learning in Google Earth Engine using Landsat data and the random forest model. Uh, my presentation will be organized by these seven parts. First, I want to introduce some procedure about how to achieve the machine learning in Google Earth Engine, and then show you a small demo of predicting biomass in Spain use the random forest model and Landsat data. At first, I would like to briefly introduce about the Google Earth Engine. Google Earth Engine can be seen a very super computer supported by the Google, and it has multiple PB data and lots of algorithms, and it has been used to many areas like the land cover, land use, and even the human disease and environmental protection and stuff like that. And GE is free and open for everyone, so it makes it possible for every scientist all over the world to do the research in any skills. Now, I want to introduce how to do machine learning in Google Earth Engine. After you get the samples, you have to collect the image coverage. And Landsat series satellites are launched by the NASA and the USDA, and it since the 1972. Besides the raw dim values, the NASA also produce some land surface reflectance, and there are so many products. The level 2 Tier 1 data has corrected in 3 steps, and with the best quality, and it can be used to do some time series analysis using the land trainer or CTDC algorithms, and also it's better for the machine learning. And also, they have a long period of time, but we can see that they have so many satellites, and there are different sensors with different band range. So if you want to use all of them, you have to calibrate the band range with some very simple calculations. In Google Earth Engine, if you want to use the Landsat data, you can follow this step. First, use your boundaries and the data to filter the image collections and to get the images you want, and convert the scale value to the real reflectance, and also to remove the cloud, use the cloud quality band, and calibrate the bands of OLR and ETM, and merge and sort all of the images. And then you can just calculate some vegetation or soil index to better represent the information. Finally, you can aggregate multiple band and index using some method like the maximal NDVI, or just use the median or mean values. After then, you can upload your own examples. In Google Earth Engine, you can upload in shape file or CSV file. If you want to upload in CSV file, you need to this file should have the longitude and the latitude, and you have to convert them to the feature collection in Google Earth Engine with some functions. And if you just upload the shape file, you can use and input and use them. And after then, you can use the pointer you upload to get the coverage informations. Use these functions, the reduce region, just like this, you can get the information you want. And then you have to randomly split the data, the whole data set to the training and the testing data set with some ratios, or 7:3 or 8:2, yeah. And then you get the testing data set and the training data set. You can use the Google Earth Engine to fit the models. There have been already some classifier in Google Earth Engine, like the SVM, like the random forest or decision trees. And you can also use the machine learning if you want, but there is no the machine learning method. You have to use this website. It's very expensive.
or you can also write the source code by yourself to achieve the machine learning. And you can also to do the regression missions. If you want to do the regression mission, just set the use this one set output mode to regressions, but not all of them can use the regressions. Random forest can do that. When you training the random forest model, you just tell the class the predictor, the parameter, the number of trees, and M tree and N tree and M tries, and features the training data set, the target cover rate, and the environmental cover rate, and it can train the model. Uh, After you get the trained models, you have to test the accuracy. For the first, you have to predict for the training and testing data set. If you do the mission about the classifications, there are so many functions defined by the Google Earth Engine. You can just use this confusion matrix to test the accuracy. But if you want to do the regression missions, you have to write the function by yourself, like the R square, like the RMSE and MAE. They don't have it, but it's very simple. You can just use the function I defined. Uh, Especially for the random forest models, you can get the importance of correlate with the explained functions. The final steps about machine learning is to predict at spatial scales. You can use the trained model and the classify function to generate the predictions. After then, you will get the predictions. You just yeah, this one you can get the predictions. And if you want to show the prediction in the surface, use the function map add layers, and it will show in the Google Earth Engine. And then you can export them to your own Google Drive and download to your computer to do the next research. Uh, Now I want to show the tutorial. Yeah, yeah. First is about the images, and yeah, there are some functions. This one is about the scale and for the cloud remove and for the to remove the bands, rename the band, sorry, and the calculate the index and to calibrate the OLR and ETM band range. What you should do is here, you can just change the year you want and the month you want and the boundary file to get the image in your own areas and just and import the Landsat 9 and Landsat 8 and stuff like that. Date use the functions use the map function to introduce the functions and combine all of the data to sort and calculate the index, and then you will get the composite. Here is the result. Yeah. As for the next step is about the yeah, use these functions you can get the cover rate. Oh, now first you have to import them. Import the feature collections. You have support. You have import to the Google Earth engines. Uh, it's in there. The set new. You can ship file or CSV file, and then to extract the values and split the data set to testing and training data set. And we can see there's a yeah, there is a point that we can see the whole data set, the training data set, and the testing data set. And next is model fitness and accuracy testing. Uh, the function of IMSE and the function of R square, and we can see here to train the random forest models, the regression, the parameter of random forest,
the training data set, the target variable, and cover it. And use the classify to get the predictors, and use this function to test the accuracy. We can see the R square here is the result. And for the use the explain for the random forest to get the importance. And you can see the importance here. Importance for each band and index. And finally, is about the prediction in span. We can just use these functions. This is the images we generate, and this is the predictors. Use the class functions. You can get the predictors in span. It will take some time. We can just see that this one here is the predictions, and you can also import them. Click the run and set the name, set the CRS, set the scale, set the folders, and run. It can export to your Google Drive. Then you can just click the link and you will get all the codes. And if you have any questions, you can send me with this email. That's all about my presentation. Thank you very much. Thanks a lot, Xianglin. Are there any questions? So as Xianglin said, the slide will be available. And so you can have access to the tutorial and to the link. Yeah, Gilles, you can talk. Okay, thank you. Good morning or evening. I don't know what time is in your side. So I have one question about the model that you have presented now. I want to know, is it possible also to generate, for example, a deep neural network using Google Earth Engine? Yeah, you can use deep learning, but you need to you can write the source code by yourselves, and you Yes. can use a kernel. You can use some multiple and add and you can achieve the process. But you can also sorry, use this link, to train the model and introduce the model to the Google Earth Engine. But it's very expensive. Use this link. You use this website. Okay, and also, can you go back to slide number 5, your 5 slide? Right. Okay. 5, yeah, you talked about a kind of indices, and can you please talk more about the NDVI index? What is it? Uh, What is the meaning of this index? NDVI is a vegetation index. It uses NIR band and red band to show the range from NDVI is 0 to 1, and it shows if the vegetation is bad or better. And it's useful for biomass. So such kind of information can be used in your model, or it's just it's used for other purpose? Uh, it can use any purpose if you want, for the biomass, for the soil carbon. It's very useful. Okay, okay. Thank you very much. Thank you. Any other questions? If not, maybe we can go to Gabriel's presentation that will be in French, so we can switch to French again. Okay, thank you. Thank you very much, Xianglin, again for your presentation, your last minute presentation. Yeah, thank you very much. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien?
Oui, oui. Alors, laissez-moi juste le temps de comprendre comment peux share mon écran. Ah, c'est le fameux truc où Zoom n'a pas les accès. Donc, il faut que je parte et que je revienne dans la réunion. Donc, à tout de suite. Euh, ok. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Dites-moi s'il y a un problème. Euh, alors, donc c'est pas mal parce que ce dont je vais parler, ça fait un peu une transition avec la question de, je crois que c'était Gilles, euh, sur, euh, sur est-ce qu'on peut faire du deep learning directement dans Google Search Engine. Donc effectivement, c'est possible, mais dans notre équipe au LSCE, on entraîne des modèles un peu plus avancés ou un peu plus faits spécifiquement à nos besoins. Et donc dans Google Search Engine, c'est pas possible. Et donc, on a besoin d'une solution pour accéder aux données de Google Earth Engine, pour les télécharger, pour ensuite, derrière, lancer nos modèles sur nos clusters de calcul. Et dans ce cadre, on a développé un outil qui s'appelle GE-Fetch euh, pour aller chercher les données dont on a besoin. Alors, il y a un peu trois points à cet outil. Il doit pouvoir fonctionner à grande échelle. Parce que les modèles qu'on utilise sont à minima à l'échelle nationale, mais potentiellement plus. Donc, il faudrait qu'ils puissent, par exemple, qu'on puisse lui dire de télécharger tout Sentinel sur toute l'Afrique, et ça doit pouvoir marcher. Sans intermédiaire, c'est lié à la contrainte de la grande échelle, c'est-à-dire que dans Google Earth Engine, on peut exporter les données dans différents centres de données, donc Drive ou bien Google Cloud. Euh, mais ça nous soumet aux contraintes de limites de données sur ces plateformes et à large échelle, comme vous savez sans doute, avec des données de remote sensing, on explose assez vite les tailles de données. Donc, l'idée, c'est de pouvoir télécharger directement sur un ordinateur, le nôtre, ou sur un ordinateur du cluster. Et puis enfin, le dernier point de cet outil GeoFetch, c'est qu'il doit être minimalement configuré parce qu'on a des besoins assez précis qui sont communs à plusieurs membres de l'équipe. Et le but, c'est que nos connaissances de traitement d'images soient mises en commun dans cet outil pour qu'il n'y ait pas besoin chacun d'inventer la roue pour filtrer et processer les données de Google Earth Engine. On a une pipeline de processing qui est commune et elle est dans cet outil. Et il n'y a pas besoin de réexpliquer à chaque fois exactement comment on souhaite processer les données Sentinel ou Jedi. Alors, ça ne marche pas. OK. Alors, pour donner des éléments de contexte, et puis parce que ce sera pertinent peut-être pour le webinaire de Deep Learning, je vais vous expliquer c'est quoi ces cas d'usage qui sont communs dans notre équipe au LSCE, qui nous ont poussé à développer cet outil. Alors, donc ça, c'est juste un schéma un peu de... c'est très schématique, c'est le parcours de la donnée en remote sensing. Donc la donnée, elle part évidemment des capteurs. Les capteurs, ça peut être des satellites, Sentinel, Landsat, ça peut être des lidars, ça peut être des ALS, des capteurs portés par avion. Euh, Ces données sont récoltées par des agences spatiales ou d'observation, NASA, ESA, AGEOS, je veux dire à toutes les échelles. Ces agences ont en général la tâche à la fois de collecter les données, de distribuer ces données, donc de les rendre accessibles au public. Euh, Pardon.
et éventuellement de les processer pour proposer des produits dérivés. Donc, les agences sont aussi impliquées dans le développement des modèles de traitement de données. Et puis à la fin, il y a les chercheuses et chercheurs, utilisatrices et utilisateurs euh, qui accèdent à ces données, qui eux-mêmes peuvent produire des données dérivées. C'est pour ça qu'il y a cette flèche qui boucle sur les chercheurs-utilisateurs. Voilà. Et dans ce schéma, Google Earth Engine se pose comme intermédiaire entre les distributeurs de données et les utilisateurs, c'est-à-dire que les agences type NASA ou ESA, en général, distribuer la donnée, ça veut dire donner accès à la donnée brute pour être téléchargée dans son entièreté et processée ensuite en local chez les utilisateurs. Mais les données de remote sensing étant en général très grandes en termes de taille mémoire, en fait, c'est une contrainte non négligeable de demander aux utilisateurs de processer eux-mêmes toute la donnée sur leur propre machine. Et donc, Google Earth Engine intervient notamment en proposant cette solution de euh, processer sur leur serveur, sur les serveurs de Google, euh, pour ensuite que les utilisateurs puissent ne télécharger que la donnée nécessaire, que la donnée voulue. Voilà, donc c'est pour ça, c'est ce que vous a montré Shanglin, qui a une API sur Google Search Engine qui permet d'aller chercher et de processer la donnée directement sur les serveurs de Google. Et là où l'ambition de GeFetch, c'est de se poser sur la flèche de Google Search Engine vers les chercheurs, utilisateurs, c'est-à-dire vraiment pour la partie euh, téléchargement des données. Comme Google Earth Engine, c'est un peu quand même une grosse machine, en fait, c'est pas si simple que ça. Voilà. Alors, donc je l'ai vite fait mentionner, le focus de GeFetch, même si GeFetch peut être étendu à d'autres satellites, mais le premier focus, c'est les données Sentinel et les données JEDI. Alors, Sentinel-1, Sentinel-2, c'est une mission, ça fait partie de la mission Copernicus qui relève de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne. Et c'est des missions, alors Sentinel-1 qui produit de l'imagerie radar et Sentinel-2 de l'imagerie multispectrale, a un temps de revisite aux fréquences, donc 5 jours pour les deux, et c'est une couverture globale. En moyenne, tous les points du globe sont vus tous les 5 jours. Ce qui est quand même une donnée assez précieuse. Et JEDI, c'est un capteur LIDAR, donc c'est un capteur qui utilise des lasers et qui produit des points de mesure dispersés. Alors, vous pouvez voir à droite la tête d'une donnée JEDI. En fait, chaque ligne là, si on regarde à droite, si on zoome, c'est juste plein de petits points qui sont dispersés. Et sur chaque point, on a une information, on parle de forme d'onde sur chacun de ces points. Alors, qu'est-ce que c'est une forme d'onde? En fait, JEDI, son fonctionnement, encore une fois, c'est schématique ici, c'est de lancer un petit paquet de photons. C'est les petits points qu'on voit à gauche. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. C'est de lancer un petit paquet de photons en un point assez finement géolocalisé. Vous voyez que l'empreinte au sol, c'est de 25 mètres. Et de mesurer. Donc, ces photons, ils sont envoyés vers le sol, ils vont taper des surfaces, que ce soit le sol ou bien des arbres ou bien des bâtiments. Ils vont rebondir et retourner vers le satellite qui va mesurer le temps qu'il a fallu aux photons pour rebondir et revenir. Et donc, ce que mesure JEDI, c'est à droite, s'appelle la forme d'onde. C'est en abscisse, c'est une énergie reçue
une énergie de photon reçue. Et en ordonnée, c'est un delta T, c'est le temps qu'il a fallu attendre avant de recevoir cette énergie. Mais donc, vous comprenez bien que si on connaît la célérité de la lumière, en fait, ce delta T, c'est une distance. Et donc, on a une énergie par distance au capteur, depuis laquelle on peut tirer notamment l'information de la hauteur de canopée. C'est-à-dire qu'on regarde le pic d'énergie qui a mis le plus de temps à nous revenir, bah, c'est probablement le retour du sol. On regarde le début du retour d'énergie. RH98, ça veut dire on regarde quand est-ce qu'on a reçu 98, enfin, 2% de notre énergie, ou quand est-ce qu'il nous reste 98% de l'énergie émise à recevoir. Alors, pourquoi RH98 et pas RH100? On pourrait prendre RH100, c'est juste pour être un peu plus robuste au bruit des capteurs. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que bah, probablement, ce RH98, en gros, c'est quand les photons commencent à taper la canopée. Ce point au sol, c'est en gros quand les photons vont taper le sol. Et du coup, on peut en déduire en faisant la différence du temps et donc la différence de distance entre les deux, la hauteur de canopée. Donc, pour résumer, si je reviens au graphique précédent, on a Sentinelle-1 et Sentinelle-2 qui, en tout point du globe, tous les 5 jours, nous donnent une information soit d'imagerie radar, soit multispectrale. Et on a Jedi qui, en quelques points parsemés du globe, nous donne une information très complète de hauteur de canopée. Voilà. Et ce qu'on fait au labo, je pense qu'on... Je ne sais plus exactement si Ibrahim en avait parlé il y a 2 semaines, mais c'est possible qu'on en parle dans le webinaire prochain. Ce qu'on fait au labo, c'est de faire des modèles qui essayent de concilier ces deux données. C'est-à-dire qu'on a Sentinel qui nous donne des données très denses et tous les 5 jours, donc denses à la fois spatialement et temporellement, mais qui sont des données quasi brutes de capteurs. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir une information plus structurelle, notamment, par exemple, la hauteur des forêts. Donc, on a ces données qu'on donne à un modèle d'apprentissage, en l'occurrence un réseau de neurones, dans le but de sortir une carte de hauteur. Donc, en chaque point des données d'entrée, on va ressortir une hauteur estimée des arbres, enfin de la canopée. Cette hauteur, alors on ne peut pas l'évaluer partout parce qu'on ne connaît pas la hauteur de la canopée partout, mais on la connaît en quelques points grâce à Jedi. Et donc Jedi nous permet d'évaluer en quelques points cette hauteur et de donner cette évaluation au modèle d'apprentissage pour que, c'est les entraînements de réseau de neurones, pour que le réseau apprenne à faire des meilleures prédictions. L'idée étant, enfin l'espoir étant que si le réseau arrive à faire des bonnes prédictions en tous les points de Jedi, bah, probablement qu'il fait des aussi bonnes prédictions en dehors des points de Jedi. D'où l'intérêt de ces modèles. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'on a besoin d'une solution pour télécharger Sentinel-1, Sentinel-2 Jedi à grande échelle et avec les bons processing. Les bons processing de données dans la mesure où c'est ça notre cas d'application qui arrive derrière. Donc, vient GEFetch. C'était un outil plutôt développé en interne, mais pour cette présentation, et puis pour que vous puissiez l'utiliser si jamais, on l'a open sourcé récemment. Donc, vous pouvez voir, hein, si vous connaissez GitHub, vous pouvez accéder à GEFetch, à gblues/GEFetch, si vous voulez jeter un œil. Voilà, et donc encore une fois, il y avait 3 piliers, c'est à grande échelle, sans intermédiaire, sans configuration. Alors, à grande échelle, pourquoi est-ce que ça pose problème? En fait, si on regarde vraiment à très grande échelle, on est obligé de se poser des questions de système de coordonnées. Donc CRS en anglais, Coordinate Reference System. Et notamment, il y a ce théorème de maths assez malheureusement connu, qui est qu'on a une surface qui vit dans un espace sphérique
Donc, notamment quand on regarde la Terre d'un point de vue global, pour parler d'un point, le plus simple, c'est d'utiliser des coordonnées sphériques avec lambda et phi. Et le système de référence de coordonnées qu'on utilise en général, c'est WGS84. Si vous connaissez les codes EPSG, c'est 4326. Donc ça, c'est un système de coordonnées sphériques. Et il y a ce théorème de maths qui nous dit qu'il n'est pas possible de faire une projection d'un système de coordonnées sphériques vers un système de coordonnées plan en préservant les variables géométriques qu'on aimerait bien préserver, à savoir le parallélisme des droites, les distances et les aires et les angles. Voilà, donc ce qu'on aimerait, c'est une carte gentiment planaire avec des coordonnées métriques, parce que c'est quand même plus agréable de parler en mètres qu'en degrés. Mais ça, on ne peut pas l'avoir sur tout le globe d'un seul coup. Donc ce qu'on est obligé de faire, c'est de faire des approximations planes. Donc c'est les zones UTM locales qui font ça. C'est-à-dire qu'on part de notre système de coordonnées sphériques. Donc ça, c'est la Terre. On va découper des tranches le long des méridiens sur la Terre avec un delta lambda de 6 degrés. Donc c'est assez fin. 6 degrés, donc 360 divisé par 6, il y en a 60 en tout sur chaque hémisphère, donc 120 en tout. Et on va dire que si on enlève les zones qui sont trop proches des pôles, qui sont, elles, qui donnent lieu à des distorsions, on peut dire que cette bande-là, c'est quasiment plan. Euh, c'est pas plan, mais c'est avec une marge d'erreur euh, acceptable, euh, assimilable à un système plan. Et donc, on fait une projection locale, donc c'est dans les zones UTM locales. De ces bandes. Voilà, mais ça veut dire que GEFetch, une des choses qu'il est obligé de faire quand on lui demande de télécharger une grande zone de données, c'est de séparer l'AOI, donc la Area of Interest, euh, de la séparer dans leur intersection avec les zones UTM locales pour pouvoir raisonner dans des systèmes métriques plans. Voilà, alors, d'autres problèmes avec Google Earth Engine, c'est il faut faire attention à ne pas dépasser les contraintes mémoire du serveur Google. Donc, on est obligé encore de découper ces zones en des plus petites zones, juste le temps du téléchargement. Elles sont recombinées après ensuite. Et comme on soumet des petites requêtes en des petites zones pour pas faire de out of memory error, on peut en soumettre plusieurs en parallèle. Voilà, et donc il y a des fonctions Google Earth Engine qui permettent de faire des petites requêtes directement du serveur vers votre ordinateur, donc sans passer par des intermédiaires, sans faire, si vous avez déjà utilisé Google Earth Engine, ou bien c'est ce que montrait Shanglin tout à l'heure, c'est sans faire de exporter vers Drive ou vers autre chose. Voilà, et donc on en fait des petites en parallèle. Donc ça, c'est ce que GEFetch prend en charge. Et alors, il y avait le troisième pilier qui était de ne pas avoir trop de configuration, puisque un des buts de cet outil, c'est aussi de mettre en commun nos connaissances sur le processing des données. Et donc, il ne faut pas avoir à recalibrer les données à chaque fois. En gros, le but de GeoFetch, c'est de proposer un processing par défaut qui est raisonnable et qui va être bon dans la plupart des cas d'usage. Voilà, donc pour Jedi, ce qu'il faut faire, c'est il faut filtrer les points parce que en fait, dans les points de Jedi, il y en a beaucoup qui sont bons, mais il y en a aussi qui sont corrompus et il faut les identifier et les enlever. C'est des points où la waveform ne nous donne pas une bonne information de hauteur, en général parce qu'il n'y a pas eu de retour d'énergie assez bon. Ça prend aussi en compte la correction des pentes. Euh, alors j'aurais dû faire un schéma ici, mais si je reviens au schéma de Jedi, vous imaginez que si là, l'empreinte au sol, elle est bien plane et, et symétrique. Imaginez que l'empreinte ait lieu sur une pente d'une montagne.
on peut comprendre que le retour sol, en fait, va pas être va pas être bien net en un seul point parce que selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de l'empreinte, on va avoir un retour sol qui arrive avant. Donc, il y a des corrections un peu standards de pente qui consistent en gros à dire que notre empreinte est ponctuelle et au milieu de l'empreinte. Voilà, donc je peux faire ça. Sentinel-1, il n'y a pas de processing très particulier à faire. On fait des mosaïques plutôt par valeur moyenne. On en avait un petit peu parlé au séminaire précédent. Ça fait sens pour du radar de faire des valeurs moyennes. Ça va plutôt avoir tendance à aplanir le bruit qui est inhérent au radar. Et les mosaïques par valeur moyenne, d'un point de vue computationnel, c'est ce qui est le plus facile à faire pour le serveur Google. Donc, quand on peut, on utilise ça. Pour Sentinel-2, par contre, on préfère les valeurs médianes, parce que Sentinel-2, c'est de l'hyperspectral, donc c'est assez sensible aux nuages, c'est assez sensible aux différences de normalisation selon l'angle d'attaque de l'atmosphère. Et du coup, il se trouve qu'il y a il y a plus de données aberrantes avec Sentinel-2. Et là, ça, la moyenne, c'est sensible aux données aberrantes. Donc, on préfère faire une médiane pour, euh, pour éviter les outliers. Alors, vous comprenez bien qu'une médiane pour le serveur, c'est plus compliqué parce que ça implique de trier au moins partiellement les valeurs. Mais bon, Google le fait très bien parce qu'ils sont des gros serveurs. Voilà, il faut aussi filtrer les nuages. En général, c'est possible en faisant des mosaïques de suffisamment d'images sentinelles d'avoir des images sans nuages. Alors, il se trouve que pour le Gabon, c'est hyper dur parce qu'il y a vraiment beaucoup de nuages. Mais sinon, dans la plupart des pays, ça va. Alors oui, alors bon, ça on pourrait aussi aller regarder le code dans GitHub directement, mais c'est juste pour donner une idée des filtres qui sont faits pour Jedi. Il y a des informations de qualité de données qui sont déjà fournies avec Jedi, et puis on peut aussi filtrer pour avoir Il se trouve qu'il y a plusieurs lasers, il y en a qui ont plus de puissance que les autres, donc on leur fait plus confiance, donc on prend eux. Voilà, donc il y a des biais d'élévation, il y a de la sensitivité du capteur au moment de la prise des données. Bon, on va pas non plus s'attarder trop longtemps. Pour le Sentinel-1, j'ai dit il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste une mosaïque avec une valeur moyenne qui intervient un peu plus tard. Et pour Sentinel-2, il faut quand même enlever les nuages. Euh, mais ça, ce genre de code, vous l'avez déjà vu 1000 fois. Je pense que si vous avez déjà travaillé avec Sentinel, c'est assez classique. Il y a un produit de Copernicus, donc la même mission que celle qui produit les données Sentinel, qui nous donne des estimations de probabilité de nuages en un pixel donné. Et avec ça, on peut filtrer Sentinel. OK. Et pour la mise en pratique, alors normalement, vous aurez accès aux slides, donc vous pourrez suivre le lien qui emmène vers la documentation, même si j'admets que la documentation est encore en train de se chercher, on va dire. Voilà, et pour la mise en pratique, je voulais juste vous montrer, je crois que la présentation est enregistrée, donc au moins il y aura cette vidéo qui fait référence. Comment est-ce que on utilise GeoFetch? Alors, juste, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous voyez bien mon terminal et pas la présentation? Je ne sais plus si je partageais ma C'est bon. présentation ou bien l'écran. C'est bon, C'est Thomas? bon. Ok. Merci. OK, donc bah, c'est les commandes qui sont écrites ici. On crée un environnement Conda, on l'active. Ça, c'est un CD. Je vais dans le. On va faire l'environnement Conda. Ensuite, il faut aller dans le répertoire qui contient le code de GeoFetch. Donc, c'est là où vous aurez cloné le repo. Hop, il faut installer Gedal avec Conda parce que Gedal, pareil, si jamais vous avez déjà utilisé Gedal, vous savez que c'est toujours un peu tricky euh, de l'installer. Donc on l'installe avec Conda. Conda fait ça très bien. Et enfin, pip install -e point. Donc ça, je vais y arriver.
Donc là, Conda est en train d'installer GDAL. Je vais peut-être faire ça. Ok, c'est pas trop long. Donc, je suis allé dans le répertoire qui contient mon code source. Je fais pip install-e point pour installer le code en tant que paquet Python. Voilà, et alors Ok, excellent. Et je vais juste vous montrer sur un autre... C'est un autre environnement, mais j'ai fait les mêmes étapes ici, et ça nous donne accès à la ligne de commande geofetch. Donc déjà, vous pouvez faire geofetch help pour voir un peu quelles sont les commandes qui sont accessibles, mais notamment, on a un geofetch download, et on peut download JDI, on peut download S1, on peut download S2. Voilà, donc par exemple, je peux aller là où j'étais en train de télécharger les données du Gabon et on peut faire je fetch, download, S1. On lui donne un fichier de configuration qui est très court. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Hop. Alors, le fichier de configuration, donc là, je suis à droite sur l'écran, c'est gabon.yaml. C'est. Je vais l'ouvrir. En gros, tout simplement, il faut dire c'est quoi notre area of interest. Ici, j'ai mis des coordonnées autour du Gabon. C'est quoi notre zone de temps qui nous intéresse? Ça, si jamais vous avez un compte Google Earth Engine ou si vous en créez un, vous verrez, il y a un identifiant de projet euh, qui vous permet d'y accéder. Et c'est ça, il faut le fournir à l'outil pour qu'il puisse passer par votre compte pour télécharger les données. Et derrière, c'est que du détail. Il y a du GDAI, S1, S2, dans lequel on peut préciser des subtilités. Voilà, pour S1, je voulais une période de temps pas trop longue. Et comme je disais, on veut faire une mosaïque avec une moyenne plutôt qu'une médiane, typiquement. Voilà. Et à droite, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il a séparé le Gabon en 48 fichiers. Et là, il vient de télécharger le premier et il est en train de télécharger le deuxième. Voilà, les trucs se font en parallèle et le but, c'est que ce soit un outil It Just Works. Alors, encore une fois, pour le Gabon, j'avais un peu essayé. Sentinel-2, il faut un peu chercher les paramètres de nuages parce qu'il faut prendre des zones de temps longues et triturer les paramètres de nuages parce qu'il y a beaucoup de nuages. Voilà, globalement, c'est tout pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, vous pouvez, si jamais vous voulez utiliser cet outil, donc il est disponible en ligne et puis il y a mon mail sur le repo en ligne. N'hésitez pas à m'écrire si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Gabriel. Euh, Comme il dit, est-ce qu'il y a des questions suite à cette présentation? J'enverrai tous les liens des présentations enfin, par mail après le webinaire. Bon, Pas de questions, excellent. Ah non, merci. si, Gilles. Une toute petite question par rapport au téléchargement. Oui, Donc, sur votre interface ici, je crois qu'on a une séparation, je crois, si je comprends bien, du téléchargement en deux fichiers, ou peut-être plusieurs. en plusieurs, ouais, en 48 fichiers. Ok, ensuite, la reconstruction, comment ça se passe derrière? Est-ce qu'il y a des commandes additionnelles qu'il faudra exécuter? Alors, on peut. En fait, ça se sépare en 48 fichiers. C'est précisé. Attendez, je me suis perdu. C'est précisé ici que. Voilà, j'ai précisé une taille de fichier que je voulais
Ça va avoir 10 000 pixels par 10 000 pixels. Au-delà, ça fait des fichiers un peu gros. Si ton fichier commence à faire 50 ou 100 gigas, c'est compliqué à manipuler. Donc moi, je préfère avoir plusieurs moyens fichiers, on va dire. Là, c'est des fichiers qui vont chacun faire peut-être hmm, 500 mégas ou 1 giga. Euh, pour les recombiner, il y a des... Soit vous utilisez Gedal qui fait ça très bien, soit moi ce que je conseille de faire aussi, c'est de recombiner avec le format VRT. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un format qui permet de prendre plusieurs fichiers raster et de les combiner, mais sans faire un gros fichier. Ça les combine virtuellement, en fait. C'est un virtual raster. Le T, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, En gros, c'est un fichier qui explique que pour avoir les données dans ce coin, il faut aller chercher tel fichier, dans ce coin, tel fichier, dans ce coin, tel fichier. Voilà. Donc, effectivement, là, à la fin, vous aurez 48 fichiers. Si vous en voulez qu'un, c'est possible, mais GeFetch le fait pas tout seul. Bon, si vous en vouliez qu'un depuis le début, vous pouvez aussi préciser dans la configuration que vous voulez une tile size plus grande. Et sinon, vous pouvez utiliser des VRT. C'est la commande Gedal build VRT qui permet de faire ça bien. Ok, merci. Donc, je voudrais juste savoir s'il y a peut-être des recommandations de ce genre dans votre documentation, ou peut-être un petit guide. Ouais, Pour- comme c'était un outil qui était interne pour l'instant, la documentation n'est pas très développée, mais il y aura des tutoriels un peu basiques pour ce genre de, ouais, ouais, pour ce genre de cas d'usage qui est typique, ouais, Merci. à terme. Merci. Il y a une autre main levée. Kéfil? Ah, ou peut-être pas. Ou en tout cas, il me semble que tu es mute. Je sais pas si. Je peux montrer en attendant, et s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je voulais dire pour la Tanzanie. J'avais déjà téléchargé les données. Si je vais dans S1 par exemple, ça c'est tous les fichiers qui ont été téléchargés. On peut regarder, ils font à peu près, ouais, c'est ça, entre 500 mégas et 1 giga chacun. Euh, et on peut les combiner en un VRT avec cette commande, Gedal build VRT. On va dire out.vrt et ensuite étal attentif. Et voilà, c'est créé. Et derrière, on peut l'ouvrir dans QGIS, on peut l'ouvrir dans les logiciels de traitement de données géoréférencées. Thomas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Ouais, Kéfil, il semblait avoir une question, mais son micro n'a pas l'air de marcher. Ok, Écrire sa question dans le chat et tu pourras peut-être y répondre si, si ça marche pas. En attendant, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Pierre, tu peux prendre le relais. Ouais, alors, j'ai une présentation si ça fonctionne. Je sais pas si ça marche. Oula, ma connexion est instable, ça commence bien. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend et on voit Allô? tes slides. Donc, je vais je vais peut-être couper ma caméra. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Ploton, je suis chercheur à l'IRD et je suis... Alors, attendez, je vais voir comment je coupe la caméra. Voilà. Et du coup, je suis basé à Yaoundé, au Cameroun, donc voilà, j'ai pas une connexion Internet qui est terrible en ce moment. En tout cas, je vais vous faire une petite présentation qui parle plutôt de pre-processing des données Sentinel-2, en particulier de l'effet BRDF. Je vais passer l'essentiel de la présentation à vous parler de cette étude qu'on est en train de mener pour produire
les résultats qui sont ensuite implémentés dans le code Google Earth Engine que je vais partager avec vous, de telle sorte que vous compreniez un peu comment ces résultats ont été produits. Et puis, je passerai très rapidement sur ce code qui est assez simple d'utilisation. Et donc, si vous essayez de l'utiliser et que vous n'y arrivez pas, vous avez ici mon adresse email. On pourra évidemment organiser un petit call pour voir ce qui ne va pas. Alors, BRDF, cet effet BRDF, ça veut dire Bidirectional Reflectance Distribution Function. Donc, c'est un mot un petit peu barbare, mais en fait, c'est un effet qui est assez simple à comprendre et c'est ce que vous voyez illustré ici. Alors, je pense que vous allez pouvoir voir mon curseur. Donc, ici, j'ai fait quoi? J'ai fait une mosaïque d'images Sentinel-2 sur Google Earth Engine et vous pouvez très bien voir ces bandes diagonales qui apparaissent. Et c'est ça, cet effet BRDF qui est bien connu des télédétecteurs. Et je suis sûr que si vous avez déjà essayé de faire des mosaïques à large échelle, par exemple au Gabon, vous avez pu voir ces bandes diagonales. Alors, ces bandes, c'est quoi? C'est les fauchés du satellite. Donc, le satellite passe net au milieu de la bande, là, un peu en diagonale, et il acquiert les images. Et ensuite, il va passer quelques jours plus tard sur la fauchée adjacente et acquérir l'image d'à côté ou la fauchée d'à côté. Et ce qu'on peut voir, c'est que d'un côté de la fauchée, ici du côté droit, eh bien, les valeurs sont un peu plus sombres. On voit que l'image est un peu plus sombre que celles qu'on a, que les valeurs du côté gauche. Et ça, c'est lié en fait à la position du Soleil et du capteur, le satellite, au moment où le capteur prenait ces images, ces photos. Puisque d'un côté, les objets, ici les arbres, avaient les ombres qui étaient plus grandes que de l'autre côté de l'image, et de fait, l'image apparaît plus sombre d'un côté de la fauchée que de l'autre. Et donc, cet effet BRDF, c'est un artefact d'acquisition, hein, d'illumination de la scène. Et vous vous en doutez, ça n'a rien à voir avec le type de forêt ou bien les propriétés biologiques de la scène, ce qui est d'habitude ce qui nous intéresse en tant que télédétecteur. On veut par exemple faire une cartographie de la typologie des sols ou bien des niveaux de carbone, des choses comme ça. Et cet effet n'a rien à voir avec ce qui nous intéresse et donc on cherche à le corriger. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à le corriger? Eh bien, je l'ai dit, cet effet VRF, il affecte la réponse spectrale des pixels dans l'espace. Donc, c'est ce que vous voyez en haut, dans l'espace, ça se voit très bien à l'œil. Et puis, dans le temps également, puisque le Soleil se déplace tout le temps au même endroit de façon saisonnière au sein de l'année. Et donc, l'effet BRDF va être comme ça structuré au sein de l'année, tantôt plus fort, tantôt moins fort. Et donc, quand on fait des analyses de séries temporelles, ça va aussi avoir un effet structuré sur nos séries temporelles. Alors, cet effet BRDF, la magnitude ou l'amplitude, on peut dire, de cet effet, il dépend du type d'occupation du sol. Ce ne sera pas aussi fort sur les forêts que sur les savanes, que sur le sol nu. Mais en tout cas, sur les forêts, il peut être très large. C'est ce qu'on verra dans la partie résultat de la présentation. Et évidemment, quand on s'intéresse en tant que télédétecteur à cartographier des propriétés un petit peu subtiles, par exemple, si on cherche à distinguer différents types de forêts qui peuvent avoir des réponses spectrales qui sont assez proches, pas exactement les mêmes, mais assez proches, eh bien, si on a un artefact comme ça, qui a un effet fort, évidemment, ça va être très problématique pour notre cartographie et on va pouvoir, une fois qu'on a produit notre cartographie et qu'on n'a pas corrigé cet effet, on va, dans certains cas, voir encore ces bandes, ces artefacts apparaître dans notre carte. Donc, c'est comme ça qu'on cherche à le corriger. Alors, comment est-ce qu'on corrige cet effet? Je vais essayer de passer assez vite.
en fait, il y a plusieurs approches, hein. Il y a des approches qui sont, on dit, purement empiriques dans la littérature, des approches purement physiques et des approches semi-empiriques. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce qu'il faut retenir ici de ce qui est un petit peu dit dans la littérature, c'est que l'approche qui est très largement utilisée, c'est une approche semi-empirique, en l'occurrence un modèle qui s'appelle le Rostick-Lee-Sparse modèle. C'est l'équation que vous voyez là, qui peut faire un peu peur, mais qui n'est pas finalement si compliquée. En vert, on a dans cette équation linéaire deux covariates. Alors, c'est K-vol et K-géo. Et en fait, c'est des covariates, donc des bandes supplémentaires qu'on va pouvoir calculer à partir des métadatas des images. Et en l'occurrence, pour chaque pixel, on va pouvoir dire quel était l'angle les angles de visée du satellite qui ont permis à acquérir l'image sur tel ou tel pixel. Et puis, au moment de l'acquisition des images, où précisément était situé le Soleil. Donc, ces bandes ou ces rasters peuvent être calculés à partir des métadatas de chaque image. Et ensuite, avec ces deux rasters, eh bien, on peut ajuster un modèle et donc tirer trois coefficients que vous avez ici en brun, là, F-ISO, F-vol et F-géo. Et alors, typiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce modèle, ce type de modèle, il est utilisé par exemple par la NASA pour corriger les images MODIS. Donc, MODIS, on peut y accéder au travers de Google Earth Engine et l'un des produits MODIS est un produit qui est déjà corrigé de ces effets BRDF. Et donc, eux, ils ajustent ce modèle que vous voyez pour chaque pixel et même à différents moments de l'année. Ça prend énormément de ressources en termes de calcul pour pouvoir ajuster ce modèle pour chaque pixel. Et donc, dans la littérature, au travers des années, il y a plusieurs équipes qui ont travaillé là-dessus, notamment l'une qui est menée par un chercheur qui s'appelle Roy et qui ont montré que plutôt qu'ajuster ça pour chaque pixel, eh bien, si on prend toute la moyenne de toutes les valeurs de FISO, FVOL et FGO qui sortent de MODIS, là, eh bien, donc finalement, on a un seul modèle. On peut utiliser ce modèle pour corriger que ce soit Landsat ou Sentinel-2. En tout cas, corriger, ce n'est pas parfait, mais ça corrige quand même un peu. Et c'est ça qui est montré ici. On a donc une mosaïque, encore une fois, qui a été faite sur GE, sur le bassin. Ça, ici en haut, c'est les images qui sont non corrigées. Encore une fois, vous pouvez bien voir apparaître ces bandes qu'on cherche à faire disparaître. Et en bas, après, la fameuse correction de Roy, là, donc avec les coefficients de MODIS qui ont été moyennés sur toutes les États-Unis, je crois, eh bien, on voit que l'effet est un peu amenuisé, un peu diminué, mais il reste quand même, il faut bien le dire, bien apparent. Et c'est comme ça qu'avec des collègues de mon unité, on s'est dit qu'on allait chercher à recalibrer un modèle. Donc, en fait, il y a un modèle par bande spectrale, donc il y a plusieurs modèles. Mais on a cherché à recalibrer ce type de modèle, alors on va dire spécifiquement pour Sentinel-2. Et comme je vous ai dit que cet effet BRDF variait avec les types d'occupation du sol. Et si on s'est concentré sur les forêts denses humides. Et puis ensuite, on a cherché à valider ces nouveaux modèles. Alors, je vais passer assez rapidement sur les aspects méthodologiques de l'étude. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'entraînement du modèle, on a dû mettre en place une base de données d'entraînement. Et donc, on a regardé pour la période 2018-2021 toutes les images Sentinel-2 qui étaient disponibles sur Google Earth Engine, donc toutes les archives Sentinel-2 sur cette période. Et on a visuellement inspecté ces images pour sélectionner celles qui étaient pratiquement sans nuages. Et ensuite, on a téléchargé ces images, que ce soit au format brut, donc non corrigé des effets atmosphériques,
ou bien également les images qui sont disponibles sur GE et qui sont corrigées des effets atmosphériques par l'algorithme Send-to-Core. Bon, il faut aussi savoir on a essayé un autre algorithme de correction, mais cet algorithme-là n'est pas disponible sur GE, donc je n'en parlerai pas trop ici. Voilà, ensuite, assez simplement, on a masqué tout ce qui n'était pas dans ces images des forêts denses, puisqu'on s'est concentré plutôt sur les forêts denses. On a calculé à partir des métadatas des images les fameux covariates, là, les fameuses variables qui vont servir à calibrer notre modèle. Et puis, pour chaque image, on est allé extraire une grande quantité de pixels qui vont servir à l'entraînement de ces modèles de correction BRDF. Et finalement, le jeu de données d'entraînement ressemblait à ça. Vous voyez que on est allé chercher un grand nombre d'images sur le bassin du Congo, sur la partie forêt dense. On aurait pu aller autre part, mais enfin bon, en tout cas, c'est là-bas qu'elles ont été prises dans un premier temps. Ça correspond à 183 granules, donc images, sur 37. Bon, il y a moins d'orbites, il y a 6 orbites, mais à différents moments de l'année. Au total, c'est 380 000 pixels répartis dans différents mois. C'était important d'aller chercher des images à différents mois, puisque, comme je l'ai dit, cet effet BRDF varie en fonction des saisons. Donc, il fallait bien échantillonner toutes les saisons et toutes les conditions d'acquisition des images qu'on peut avoir dans ce type de région. Et c'est donc avec ça, ce gros jeu de données, qu'on est allé calibrer nos modèles. Ça, c'est pour la partie calibration du modèle. Maintenant, la partie validation du modèle, c'est aussi important de bien comprendre. Donc, je pense que vous voyez mon curseur. On regarde un petit peu en haut rapidement. Donc, sur une fauchée, ici, les pixels qui sont parfaitement à droite, donc dans la partie sombre, ils vont être aussi chevauchés par la fauchée d'à côté. C'est-à-dire que sur cette petite zone de chevauchement qui fait quand même plusieurs kilomètres, on a des pixels qui sont acquis tantôt par cette fauchée-là, donc dans la partie sombre, et quelques jours après seulement par cette fauchée-là, donc dans la partie claire. Donc pour ces pixels, pour seulement quelques jours d'intervalle, on va avoir deux jeux de données de réflectance dans des conditions BRDF opposées, sombres ou bien claires. Donc si on compare les valeurs spectrales de ces pixels, qui ont été acquises encore une fois à seulement quelques jours d'intervalle, et qu'on ne fait pas de correction BRDF, on va alors voir des grandes différences dans les valeurs spectrales de ces pixels. Et ensuite, si on applique la correction BRDF, eh bien, ce qu'on souhaite, c'est que ces différences s'amenuisent et soient même pratiquement nulles, puisque normalement, la forêt qui est là à quelques jours à peine d'intervalle doit avoir pratiquement la même réponse spectrale. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher tous les pixels là qui sont au chevauchement de différentes fauchées pour des fauchées qui ont été acquises à moins de 10 jours d'intervalle. Alors, ces fauchées-là, on est allé chercher ça en Afrique, mais également, on a souhaité valider le modèle, pas seulement en Afrique, mais on voulait voir que ça fonctionnait ici sur d'autres types de forêts denses. On est donc aussi allé travailler en Amérique du Sud. Et donc, ça a fait un jeu de données de validation de 130 000 échantillons. Et en fait, ça correspond à 65 000, donc c'est la moitié, 65 000 pixels, puisque chaque pixel est caractérisé par deux jeux de données de réflectance de deux fauchées différentes. Alors, maintenant, ça fait peut-être un petit peu peur aussi, mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour calculer si ça fonctionnait ou pas, cette correction BRDF, on a simplement pris la réflectance d'une fauchée moins la réflectance de l'autre fauchée, donc dans les différentes bandes, évidemment, pour tous les pixels, et on a fait la moyenne. Donc, finalement, ces deux statistiques, ou ces deux métriques qu'on voit ici, c'est juste la différence moyenne tantôt en unité de réflectance, donc c'est assez, on peut dire, difficile à interpréter, ou bien ici donné en pourcent.
Et ce qu'on veut, c'est que si la correction BRDF fonctionne, c'est qu'il n'y ait pas de différence, donc que cette différence soit de zéro, que ce soit en unité de réflectance ou bien en pourcent. Alors, les résultats, ça ressemble à quoi? Eh bien, finalement, une fois qu'on calibre pour chacune des bandes notre modèle de correction BRDF, eh bien, le résultat, c'est un tableau comme ça qui va nous donner pour chacune des bandes les coefficients du modèle qu'on doit appliquer pour corriger cet effet BRDF. Donc ça, c'est pas très intéressant finalement comme résultat, mais c'est ça que ça donne. C'est un tableau avec des coefficients qu'on doit appliquer pour réaliser la correction. Ici, c'est le tableau des images qui ont été corrigées par Send2Core. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est les résultats de la validation, savoir si effectivement ça marche ou ça ne marche pas. Et ici, vous avez un grand graphique qui nous montre les résultats. Donc, je vais essayer de clarifier les choses. Encore une fois, je pense que vous voyez mon curseur. En haut ici, on a les résultats sans correction BRDF. Au milieu, les deux panels là nous montrent les résultats avec la correction BRDF qui était disponible dans la littérature là sur les paramètres, sur les coefficients de MODIS. Et puis enfin en bas, on a la correction avec les nouveaux paramètres ou les nouveaux coefficients qu'on propose. Donc il y a deux colonnes. Ici, c'est la première statistique que je vous disais qui donne les différences en unités de réflectance. Donc ça, ce n'est pas très facile à interpréter. Je propose de même pas regarder ça et de se concentrer seulement sur la deuxième colonne qui donne les différences en pourcent. C'est plus simple à interpréter. Maintenant, dans chacun des panels, là, il y a trois histogrammes qui nous donnent les différences pour chacune des bandes, soit TOA, donc pas de correction atmosphérique, et puis ensuite les images corrigées des effets atmosphériques. Ce qui nous intéresse ici, ça va être particulièrement Send2Core, puisque ces images sont disponibles sur GEE. Qu'est-ce qu'on peut voir? Finalement, on peut voir que quand on n'a pas de correction BRDF, donc c'est le panel qui est en haut à droite, eh bien, les effets BRDF sont quand même très forts, puisque par exemple, si je prends la toute première ligne en haut, qui est le SWIR 2, eh bien, on a des différences entre les pixels là, qui sont acquis à seulement quelques jours d'intervalle, qui sont supérieures à 25%, compris entre 25 pratiquement et 50%. Donc, c'est très fort. Et vous voyez que pour toutes les bandes, on est au-delà, on va dire, de 20% en général. Maintenant, quand on applique la correction avec les coefficients moyens de MODIS, alors bon, pour MODIS, il n'y a pas toutes les bandes qui sont proposées. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Mais si on se concentre sur le SWIR 2, le SWIR 1 et le NIR, par exemple, vous voyez que effectivement, il y a eu une petite diminution. Ces différentes courbes se sont un peu rapprochées de zéro par rapport à la situation où il n'y a pas de correction BADF. Par contre, on a quand même un résidu BRDF, on peut dire, un effet BRDF qui reste, quoi. Donc, on est toujours, si on prend le SWIR 1, là, sur des différences de 20%. Et maintenant, enfin, avec ces nouveaux coefficients qu'on propose, vous voyez que toutes les distributions, là, se sont quand même substantiellement rapprochées de zéro. Alors, ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas zéro, il y a toujours des effets, mais on a quand même réussi à substantiellement réduire cet effet BRDF. Voilà, alors là, c'est encore le même type de résultat avec cette fois-ci un tableau qui nous donne ces deux statistiques dont je vous parlais, la différence en unité de réflectance ou bien la différence en pourcent. Donc, c'est les mêmes valeurs qu'on a vues précédemment sur le graphique. Et bon, c'était juste pour noter, si on se centre uniquement sur différence en pourcent, quand on n'a pas de correction BRDF, on voit par exemple que pour le NIR, là, Bon, la connexion Euh, qui a raté. Allô? Ouais, Oui, je suis Gaël Vinois, je peux prendre peut-être la suite de Pierre en attendant qu'il se reconnecte. Il m'a oui. donné son PowerPoint. Alors attendez, il Je faut te que je mets, partage l'écran je du te mets coup. le reste. C'est bon. Alors hop, donc
Je vais partager Ah, Pierre est l'écran revenu. ici. Ah, il est revenu, Pierre? Ouais. Alors, laissons Pierre. Ça a coupé il y a longtemps? Non, il y a 1 minute, j'allais prendre la suite, mais vas-y, prends, du coup. Vas-y, prends, continue. Alors attends, c'est quand il y a 1 minute? Non, mais en fait, on a entendu quand tu étais en train de montrer les différences entre réflectants sur le tableau. Ah, Tu sur le vois? tableau. Oui, Ici, là, là? on a entendu, ouais, ouais, là, on a entendu. Ça c'est bon, on a été sur Ok, la slide d'après. Voilà, celle-là. d'accord. Donc avant, c'était bon. Ouais, ouais, c'est bon. Là, même là, tu avais commencé à illustrer, enfin, à D'accord. détailler le tableau. Bon, là, finalement, qu'est-ce que je disais? C'est les mêmes résultats qu'on a vus précédemment, mais sous forme de tableau. Pour le cas d'images scène to core et qui montre que quand on n'a pas de correction, les différences entre les pixels qui ont été acquis à quelques jours d'intervalle sont importantes. Vous pouvez voir que c'est souvent supérieur à 20%. Ça atteint même, bon pour le bleu, mais ça, le bleu, c'est très impacté par les brumes. Mais en tout cas, ça atteint le red, là, on est à 30% pratiquement. Et puis, ces différences sont amenuisées. Bon, c'est loin d'être zéro, hein, mais c'est quand même fortement amenuisé une fois qu'on fait la correction avec les paramètres proposés. Alors, j'avais montré ces deux mosaïques ici précédemment, et vous voyez, quand on corrige avec les nouveaux paramètres, encore une fois, ce n'est pas parfait, mais on a une amélioration par rapport à la situation précédente. Alors, ces algorithmes de correction sont implémentés sur Google Earth Engine. Il y a trois versions différentes, soit une version qui permet de corriger des images individuelles. Donc, vous avez, par exemple, la référence de l'image qui vous intéresse. Vous pouvez aisément rentrer ça ici dans ce script et faire la correction, visualiser l'image corrigée et par la suite la télécharger de façon simple, comme ça a pu être montré dans les présentations précédentes. Il y a une version du script qui permet de corriger une collection d'images, cette fois-ci, donc une fauchée entière. Et puis, j'ai aussi fait une version qui permet de créer une mosaïque, une médiane, comme ça a été montré dans la présentation précédente, basée sur les images corrigées. Bon, il faut aussi savoir qu'il y a une petite fonction R qui est en train d'être développée et qui sera disponible si certains veulent faire les traitements en R. Et donc, le script, ici, c'est le troisième script, celui de créer une guide. Bon, comme je ne savais pas trop le niveau de chacun en GEE, je suis passé assez rapidement. Mais grosso modo, le script est très simple à utiliser. Vous avez un ROI, donc une zone d'intérêt, ce que vous voyez ici. Vous pouvez très simplement changer la taille ou la localisation du ROI pour aller positionner ça là où vous voulez. Donc, c'est avec ici là qu'on peut visualiser où est le ROI et puis avec la petite main, on peut le déplacer ou augmenter sa taille ou la diminuer. Ensuite, vous avez la période d'intérêt pour construire votre mosaïque. Donc, comme je l'ai dit, bon, le script va aller chercher dans les archives Sentinel des images entre deux dates. Donc, vous précisez le début et la fin de la période d'intérêt. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi préciser certains mois. On peut imaginer que dans certains cas, vous souhaitez aller chercher des dates, par exemple, ici entre 2018 et 2024, mais vous êtes intéressé, par exemple, que pendant la saison sèche, je ne sais pas. Et donc là, vous pouvez préciser un intervalle de temps, les mois qui vous intéressent et pas les autres mois. Et enfin, bon, comme ça fera quand même une quantité très importante d'images, et typiquement pour les gens qui travaillent sur le Gabon, l'essentiel, 99% de ces images, ce sera uniquement des nuages. Donc ça, autant s'en débarrasser. Vous avez un indice vous voyez, une statistique de nébulosité maximum au-delà de laquelle vous pouvez filtrer les images qui seront processées. Et voilà, enfin, après, c'est fini. Vous renez le script et vous allez avoir vos couches, vos résultats qui vont s'afficher dans la partie layer. Et par exemple, hier, j'ai mis mon ROI là, sur le Gabon, sur l'entièreté hein,
des images Sentinel-2 avec une nébulosité max de 10%. Et bon, c'est ça que ça a donné. C'est une mosaïque médiane. On voit que quand bien même on considère l'ensemble des images, on a toujours des zones qui sont impactées par les brumes ou les nuages, et ça, c'est véritablement caractéristique de votre pays. C'est pas un bon pays pour faire de la télédétection optique. Donc, bon, mais en tout cas, il y a cet effet BRDF qui est visible sur les images brutes et qui est fortement amenuisé sur la mosaïque corrigée. Donc, le script en question vise à corriger l'effet BRDF, la façon dont les images de la collection d'images corrigées, la façon dont ces images-là sont agrégées pour donner une mosaïque, c'est une façon qui est extrêmement simple. Et dans votre cas, pour essayer de... Ben, il y a un effort à faire, on va dire. Il faudrait que le script soit un petit peu modifié pour mieux enlever les brumes, mieux enlever les nuages. Mais voilà, c'est pas non plus l'objet du script, ça peut être modifié assez simplement. Voilà, donc c'était tout pour moi. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation très claire. Comme pour les autres présentations, y a-t-il des questions? Moi, j'ai des questions, Pierre. C'était hyper intéressant, hein, merci beaucoup. Euh, donc, ce que je comprends bien, c'est vous avez déterminé des coefficients de correction qui sont pas par pixel, qui sont pour toute la zone, disons, de forêt dense. Ouais, c'est des coefficients, donc un peu comme les modèles de Roy, où tu as un modèle par bande spectrale. Et bah, là, c'est effectivement la même chose, un modèle par bande spectrale, mais qui sont pas par pixel. Sinon, ça devient très, très lourd à gérer d'avoir un Ouais. modèle par pixel. Mais alors, du coup, ma question, c'est est-ce que vous expliquez que vous fassiez à ce point mieux que les coefficients qui sont générés de MODIS euh, qui sont utilisés par défaut en général? Est-ce que c'est parce que vous avez un dataset qui est plus filtré? Est-ce que c'est parce que c'est des coefficients qui sont calculés que sur des zones à biomes comparables? Ben oui, il y a probablement plusieurs raisons. Déjà, le fait, effectivement, que la BRDF change avec le type d'occupation du sol. Donc, les coefficients de Modis, ils sont tirés de, en tout cas, ceux qui ont été moyennés et mis à disposition par Roy, ils sont tirés de l'ensemble des États-Unis, si je ne m'abuse. Donc, enfin, c'est essentiellement pas de la forêt. Ça, c'est un premier point. Après, il y a aussi une différence qui est majeure, c'est que ben, nous, on travaille à la résolution de Sentinel qui est de 10 mètres, et ça n'a absolument rien à voir avec la résolution de Modis, quoi. Donc même le fonctionnement de ce modèle semi-empirique et ce que va représenter les kernels BRDF, KVOL et KGO, c'est c'est pas vraiment exactement la même chose, quoi. On peut pas s'attendre à ce qui est exactement le même effet sur des pixels qui font 1 km par 1 km et des pixels qui font 10 mètres par 10 mètres, quoi. Ok, ouais, ouais, d'accord, je comprends mieux. Et par curiosité, vous avez regardé des zones qui n'ont rien à voir, bah, typiquement les États-Unis, ou pour savoir si le modèle était Pas toujours... vraiment, non. Non, ok. J'ai pas regardé déjà. Là, il faut qu'on finalise et qu'on publie ça une bonne fois. Et Oui, oui, on va non, bien regarder un sûr, petit peu après. ça Apparemment, ça j'ai a pas l'air d'être un regardé, ouais. travail considérable. Déjà. Ok, merci beaucoup, hein, c'était très intéressant. Mais de rien. Pas d'autres Pas questions? d'autres questions? Ok, j'ai pas l'impression. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ah si, euh, Kéfil a levé la main de nouveau. Euh, Oui.
il est mute, du coup. Kefin, on t'entend pas. Le micro a l'air de ne pas fonctionner. Ouais, Kefil, on n'entend pas. Peut-être c'est pas le bon micro qui est sélectionné dans Zoom. Ouais. Sinon, Euh, il faut écrire dans le chat ou bien par email. c'est ça. Donc, toutes les présentations